Je dois l'avouer. De l'avis de ceux qui me rencontrent pour la première fois, je suis idiot, profondément idiot. On m'a dit que mon seul espoir en pareille circonstance était de ne pas ouvrir la bouche, et d'espérer que l'autre remarque mon regard qui, paraît-il, reflèterait encore quelques traces d'activité neuronale intelligente, car je parle en idiot. Ces propos sont ceux de Joseph Chovanec, philosophe, écrivain, voyageur et personne avec autisme, tiré de son livre « Je suis à l'Est ». Par sa différence, il semble donc passer pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui ne le connaissent pas pour un imbécile. Et pourtant, il déclare plus bas « Il m'arrive de parler, malgré tout, d'évoquer l'autisme. Alors, immédiatement, certains inversent leur stance. D'idiot, je deviens petit génie, ce qui, dernière instance, revient psychologiquement au même, aptitude à l'extraction de racines 13e exceptée. » Mais Joseph Chovanec ne prétend pas être un idiot ou un génie. Les personnes autistes ne sont ni des bonnets ni des génies. Cette spécificité qui est la leur rejoint un spectre, une diversité que l'on retrouve dans les troubles du spectre de l'autisme. Mais qui sont-ils réellement ? Peut-on parler d'handicap mental, d'handicap social, d'handicap du développement, d'intelligence atypique, de déficit intellectuel ? Le large spectre de l'autisme semble dépeindre des cas plus handicapants que d'autres. Notre société fait-elle suffisamment d'efforts pour les inclure, du moins pour comprendre leur monde et leur permettre de comprendre et d'interagir avec le nôtre ? Une question qui semble légitime lorsque l'on estime qu'environ 1% de la population est porteuse d'un trouble du spectre de l'autisme. Résumer ce sujet en quelques minutes et quelques questions est bien évidemment impossible, mais pour avoir une première approche, nous nous sommes tournés vers Danielle Langlois, présidente d'Autisme France. Je m'appelle Danielle Langlois, donc je suis la présidente d'Autisme France depuis plusieurs années. Je l'ai été 2 fois de 2010 à 2014 et je le suis de nouveau depuis 2016. J'ai moi-même un fils autiste qui a 36 ans maintenant. Et du coup, qu'est-ce que Autisme France ? Autisme France, c'est une association de familles, très largement. Le président d'Autisme France est toujours un parent, et les parents sont majoritaires au conseil d'administration. L'association, elle est née en 1989 d'un constat, c'est-à-dire que partout ailleurs dans le monde occidental, les enfants et adultes autistes avaient droit à un diagnostic précoce, une intervention précoce, des interventions scientifiques, et puis une vie en milieu ordinaire la plus importante possible. En France, en 1989, c'était pas du tout le cas. L'autisme n'était pas diagnostiqué. C'était présenté comme une erreur dans la relation entre la mère et l'enfant, en somme. Donc, l'identification comme trouble du neurodéveloppement n'était absolument pas faite. Il n'y avait rien en termes d'intervention précoce, bien sûr. Et les interventions éducatives, développementales et comportementales qui se faisaient déjà il y a 32 ans partout dans le monde occidental n'étaient absolument pas possibles en France. Et donc il a fallu se battre jusqu'en 2005, disons, où après la première condamnation de la France par le Conseil de l'Europe pour discrimination à l'égard des personnes autistes, donc défaut de diagnostic, défaut d'éducation, défaut de scolarisation, défaut de formation professionnelle. C'est cette première condamnation en 2004 par le Conseil de l'Europe qui a un peu mobilisé la France, lui a fait un peu honte et a commencé à faire changer l'attitude des gouvernements successifs à l'égard de l'autisme et a commencé à engager un minimum de réformes pour que la France commence timidement à rejoindre le concert des nations occidentales qui avait avancé depuis belle lurette dans ce domaine. Voilà, donc nous continuons ce combat. En somme, on a gagné la bataille des idées d'une certaine manière, c'est-à-dire que plus personne ne conteste ce que nous avions dit et demandé en 1989, sauf que sur le terrain, ça suit encore très difficilement, que les formations ne sont pas aux normes, les interventions de bon niveau qui correspondent aux recommandations de pratique restent rares, coûteuses, parce qu'elles ne sont pas forcément prises en compte par le financement public. Et voilà, donc malgré des progrès, nous continuons à nous battre, parce que le combat n'est pas gagné. Et du coup, les objectifs de l'association, c'est une reconnaissance de l'autisme sur le plan national ? Non, ça c'est fait. La Haute Autorité de Santé a tranché en janvier 2010 pour donner une définition correcte de l'autisme. Mais il y a toujours des résistances, c'est-à-dire que beaucoup de médecins, surtout des pédopsychiatres, continuent à dire que c'est un trouble de l'attachement, du lien mère-enfant, voilà, un trouble psycho-affectif. Sur le terrain, les résistances restent vives.
Mais sur le plan des recommandations publiques de la Haute Autorité de Santé, le combat est gagné. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. C'est plutôt que sur le terrain, tout le monde, plus ou moins, s'assoit sur les recommandations de bonne pratique et continue à diffuser des connaissances tout à fait obsolètes sur l'autisme. Donc, notre combat, c'est de demander à ce que les formations initiales soient refaites, parce que elles ne l'ont pas été. C'est aussi pour ça qu'on manque cruellement de professionnels formés. C'est de demander à ce que les recommandations soient appliquées partout, aussi bien dans le champ sanitaire que dans le champ médico-social, parce que pour nous, il n'y a pas de débat, elles doivent être appliquées, point, voilà. Il n'y a pas de négociation à avoir, ni d'ambiguïté, ni quoi que ce soit d'autre. Alors que la psychanalyse reste très forte, et que c'est un lobby culturel en France, c'est ça un peu notre drame. Et puis nous aidons concrètement les familles à faire valoir leurs droits. L'adhésion à Autisme France est couplée avec un service de protection juridique. Et ce service de protection juridique sert à aider les familles qui, par exemple, à la maison départementale des personnes handicapées, n'arrivent pas à obtenir la notification des droits à compensation pour leur enfant, leur adolescent ou leur adulte. On aide aussi des familles en payant l'avocat qui se retournent contre l'État parce qu'elles ont une notification, par exemple, pour un institut médico-éducatif ou un service à domicile, un CESAD, et il n'y a pas de place. Il y a 4 ans de liste d'attente. Donc les familles prennent de plus en plus l'habitude de se retourner contre l'État pour défaut de soins. Elles gagnent toujours, le défaut il est caractérisé, donc c'est pas ça le problème. C'est que ça n'ouvre pas les places qui manquent. On donne une indemnisation à la famille, ce qui est déjà quelque chose, mais ça n'ouvre pas la place qui manque. Tant qu'il n'y en aura pas des milliers, l'État trouvera toujours plus simple et moins coûteux d'indemniser individuellement quelques familles qui font un peu de bruit, plutôt que de se lancer dans l'ouverture des services et établissements qui manquent. Pour revenir à l'association, les moyens d'action de l'association, ils sont seulement juridiques ? Nous ne sommes pas une association gestionnaire, donc nous n'avons pas d'établissement de services. Nous sommes une coordination d'associations, il y en a une centaine en France, partout en France. Donc certaines de ces associations ont des établissements et services, mais bon, c'est assez marginal. Alors nous les soutenons, bien entendu, parce qu'elles font un travail de grande qualité qui est plutôt rare sur le territoire français. Mais notre travail, c'est d'abord du lobbying politique, fonction de plaidoyer, comme on dit dans le jargon, donc pour aller défendre au niveau national la cause de l'autisme, la faire mieux reconnaître, demander à ce que l'ensemble des professionnels partout soient sensibilisés à l'autisme. Là, j'ai parlé du sanitaire, du médico-social, mais c'est pareil pour les services de police, les services de gendarmerie, la magistrature, les enseignes commerciales, partout où il est absolument indispensable d'être pas formé à l'autisme, parce que ce n'est pas le travail de ceux qui ne sont pas des professionnels, mais sensibiliser à l'autisme pour acquérir un minimum de réflexes quand on est amené à rencontrer une personne autiste. Le taux de prévalence est entre 1 et 2%, plutôt près de 2 que de 1. C'est un taux de prévalence international parce que la France ne sait pas où sont les personnes autistes. Elle ne les a jamais recensées. Une très grande partie des pays du monde, même pauvres, ont des recensements faits dans les normes et ont des études épidémiologiques qui leur ont permis de recenser les personnes autistes. En France, on n'en a pas. C'est la honte du monde, voilà, même pas occidentale, du monde tout court. Pour revenir sur les associations locales, on peut citer Saint-Étienne, Autisme dans la Cité, donc. Voilà, donc c'est l'association Autisme France qui est dans la Loire. J'en suis la présidente aussi. Mais bon, je délègue plus localement parce que comme je suis très mobilisée par mes tâches nationales, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à l'association locale. Donc notre association locale fait aussi du soutien aux familles. Moi, j'ai fait des formations aux droits, par exemple, parce que les familles sont très mal informées sur leurs droits. On fait aussi des cafés des parents. On s'est beaucoup investi dans la formation, en particulier de ce qu'on appelle les AESH, ce sont les accompagnants des enfants en situation de handicap. Donc ce sont ces personnes qui sont très mal payées et très peu formées et qui accompagnent les enfants à l'école, en classe. Et ils ne sont pas formés à l'autisme, évidemment. C'est notre association qui, depuis plusieurs années, forme les AESH à l'autisme. L'Éducation nationale trouve ça très bien. Comme c'est à nos frais, bien sûr, ça lui coûte rien, c'est pratique. Il y a beaucoup d'autres associations qui font la même chose, c'est pas du tout extraordinaire, mais ça en dit long sur l'incapacité française à faire exister ce qui existe dans d'autres pays occidentaux, des intervenants en autisme qui soient formés de manière technique et qui sachent accompagner les enseignants, les relayer quand il faut, les soutenir pour pas les laisser seuls en face de difficultés qui sont parfois complexes, parce qu'elles ne sont pas que pédagogiques, elles sont aussi éducatives.
Les enfants autistes peuvent avoir des problèmes d'apprentissage parce qu'ils n'apprennent pas comme les autres, souvent. Mais ils peuvent aussi avoir des problèmes sensoriels, des problèmes comportementaux, des problèmes d'interaction sociale. Et ça ne relève pas uniquement de l'action de l'enseignant, même si s'il est formé, c'est précieux, ça peut aider. Mais l'enseignant doit être soutenu. Il a une classe, il n'a pas qu'un enfant autiste ou 2 enfants autistes dans une classe. Il ne peut pas consacrer tout son temps à 2 enfants particuliers. Peut-être que vous pourriez revenir sur qu'est-ce que l'autisme au final? Alors l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental très précoce. Ce qu'on appelle trouble du neurodéveloppement, ce sont des troubles très précoces du fonctionnement cérébral de l'enfant qui se fait de manière atypique, vraisemblablement à l'état de fœtus, bien qu'on ne puisse pas le prouver parce qu'on ne va pas biopser des fœtus dans le ventre de leur mère pour repérer le fonctionnement de leur cerveau. Mais bon, ça paraît logique parce que dans beaucoup de cas, l'autisme se voit dès la naissance. On pense que c'est un problème de maturation cerveau qui se fait de manière particulière pour les enfants autistes. Les troubles neurodéveloppementaux ne se résument pas aux troubles du spectre de l'autisme, c'est le nom qu'on utilise pour désigner l'autisme, parce que c'est un spectre large où il y a à un bout des enfants avec toutes sortes de troubles associés à l'autisme, troubles du développement intellectuel, le trouble de l'activité, de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble de la coordination motrice. Il y a aussi d'autres troubles associés, comme l'épilepsie, par exemple, très fréquente dans l'autisme, 30%, c'est quand même beaucoup. Et puis à l'autre bout, il y a des personnes qui ont des troubles beaucoup plus légers, qui leur permettent de mieux vivre dans l'environnement social parce qu'elles ont plus de compétences préservées. Mais ça ne les empêche pas d'être très autistes, c'est-à-dire d'avoir les 2 séries de signes qui sont associés à l'autisme. Le premier, ce sont les difficultés de communication sociale, d'interaction sociale qui sont très caractéristiques de l'autisme. Une personne autiste ne comprend pas ce que c'est qu'un contexte social. Pour nous, toute communication est sociale et donc nous l'adaptons au contexte dans lequel nous sommes. Nous ne parlons pas de la même façon aux copains, aux enseignants, à notre famille, au boulanger, ou si on est en situation d'embauche. Voilà, nous savons adapter notre communication aux enjeux parce que nous les comprenons. Une personne autiste n'a pas cet outillage cérébral, donc elle ne sait pas faire. Donc il faut l'aider pour le faire, ce qui ne va pas dire qu'elle va très bien réussir au bout, parce que comme ce n'est pas naturel, ça restera toujours compliqué. Et l'autre série de signes, ce sont des intérêts restreints, stéréotypés, parfois moteurs. Il y a des gestes que font certaines personnes autistes. Et puis une résistance au changement qui est très caractéristique de la personne autiste, qui a besoin de prévisibilité. C'est l'association de ces 2 séries de signes qui caractérise l'autisme et qui permet de poser un diagnostic qui reste clinique et comportemental parce qu'il n'y a pas de substrat biologique identifié, même si on sait que la part génétique est immense. C'est 80%. Et l'autisme, c'est héritable. Quand on est autiste, on court des risques majeurs d'avoir des enfants autistes. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que les parents comprennent quand ils ont des enfants autistes qui sont eux-mêmes concernés et qu'ils vont demander un diagnostic. Ça marche à l'envers parce qu'on est très en retard pour diagnostiquer les adultes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, pour des causes qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les mécanismes génétiques qui font que l'héritabilité de l'autisme, elle est immense. On sait qu'il y a des causes environnementales associées. Ce sont des facteurs de risque qu'on a identifiés, par exemple l'âge des parents, mais pas seulement de la mère, l'âge du père. Un médicament contre l'épilepsie, on sait qu'il est mis en cause dans l'autisme. Aussi la dépakine, ça fait scandale parce qu'on n'a pas informé correctement les mères qui prenaient ce médicament et pendant leur grossesse et elles ont des enfants autistes pour beaucoup d'entre elles. C'est un scandale actuel, très mal pris en compte d'ailleurs. Il y a certainement d'autres facteurs environnementaux, par exemple la manière dont l'accouchement se passe, peut-être éventuellement ce que les parents ont pu manger, respirer. Donc ça, ce sont des recherches en cours, mais qui pour le moment n'ont pas abouti. On ne sait pas comment l'implication génétique très forte se croise avec des facteurs environnementaux et pourquoi. Nous avons tous un patrimoine génétique imparfait. Les personnes autistes, on a repéré au moins une centaine de gènes impliqués, des gènes qui sont imparfaits. Mais je veux dire, pour l'immense majorité de la population, ça ne donne rien d'avoir des gènes imparfaits. Donc on ne sait pas pourquoi dans l'autisme, ces particularités-là vont donner un trouble plus ou moins sévère au bout. Ça reste encore un mystère scientifique. Julien Gras, Pierre-Emmanuel Rebourg, Daniel Langlois, dans le cadre du projet Handitech pour l'école des mines de Saint-Étienne.